Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. De la gravité, des envolées lyriques et des annonces. Manuel Valls a promis vérité et efficacité aux Français. Dans un discours de 45 minutes, le Premier ministre a dressé le portrait d'une France qui souffre et qui doute, tout en insistant sur les atouts, le génie et la grandeur de ce pays. Du côté des annonces, c'est une feuille de route ambitieuse avec l'allègement du coût du travail, des mesures pour les ménages modestes, la division par deux du nombre de régions ou encore l'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires. Et au final, c'est un large vote de confiance accordé à Manuel Valls avec 306 voix pour et 239 contre. Ce discours de politique générale est aussi un rituel fondateur qui imprime le style de son auteur. On va débattre de la forme et du fond avec de nombreux invités ce soir dans cette édition spéciale. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Un discours ramassé qui vise l'essentiel. Manuel Valls a décliné de nombreuses annonces que nous allons détailler tout au long de cette édition spéciale. Mais d'abord, sur la forme, le Premier ministre a brossé le portrait d'une France qui souffre tout en soulignant les atouts, le génie et la grandeur de ce pays. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Pour son baptême du feu devant les députés, Manuel Valls se pose comme celui qui regarde la réalité en face. Une réalité difficile. Le Premier ministre, qui veut adresser un discours de vérité, n'élude pas les crises et les doutes qui traversent le pays. Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Mais pas question de se focaliser sur la face sombre du pays. Il a tenté d'insuffler une dose d'espoir en invoquant le génie français. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance. Attendu par une opposition très remuante, Manuel Valls a tout de même tendu la main à la droite en proposant de recevoir ses chefs de file. Mais cet après-midi, c'est surtout son camp qu'il devait convaincre. Je connais les attentes de la majorité parlementaire. Je les partage et je veux travailler avec elle sur la base d'un contrat équilibré qui nous engage mutuellement. Dans cet exercice solennel, Manuel Valls a laissé filtrer une part d'émotion en évoquant son parcours de Catalan naturalisé à 18 ans. Et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. Le Premier ministre aspire à une France plus forte et plus juste. Sa feuille de route est maintenant tracée. À lui de conduire son gouvernement vers cet objectif. Voilà, et on évoquera la forme et le fond de cette intervention avec nos invités dans un instant. François Dorcival de Valeurs Actuelles, Cécile Cornudet des Échos, Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, l'historien Jean Garrigue, notre chroniqueur Jean-Luc Gombault et la spécialiste des réseaux sociaux pour toutes les réactions sur Twitter, Caroline Deschamps, dans un instant. Mais d'abord, ce discours de politique générale a été suivi, bien sûr, d'un vote de confiance du Parlement. 306 députés l'ont accordé à Manuel Valls contre 239. Au sein du groupe socialiste, 11 députés se sont abstenus, mais il s'agit au final d'un large vote. La mission est donc accomplie pour ce baptême du feu du Premier ministre. Et c'est sans surprise un tout autre son de cloche du côté de l'opposition. L'UMP, par la voix de Christian Jacob, dénonce une politique suicidaire de l'exécutif. On écoute les différentes réactions politiques. C'est un discours décevant. Il n'est pas à la hauteur de la situation. Les Français ont sanctionné lourdement le pouvoir aux élections municipales en demandant une politique active contre le chômage. Et là, au fond, on ne voit rien de nouveau par rapport à ce que M. Ayrault avait annoncé. La priorité, ce n'est pas aujourd'hui de s'attaquer au redécoupage des cantons comme il l'a fait. C'est tout simplement de s'attaquer au problème des Français, c'est-à-dire celui de l'économie. Redonner de la compétitivité dès maintenant, ne pas attendre 2016 ou 2017 pour conduire des réformes que le pays attend et que les entreprises attendent. Manifestement, la volonté d'exprimer un élan réformateur. Mais encore une fois, en la matière, seuls les actes maintenant, je crois, seront de nature à susciter la confiance. Et au-delà des députés, à susciter la confiance avec les Françaises et les Français.
Du côté des annonces à présent, la feuille de route déclinée par Manuel Valls est ambitieuse. Et le Premier ministre a dû jouer les équilibristes afin de concilier l'inflexion sociale via la baisse des cotisations salariales et les économies conséquentes du pacte de responsabilité. Les détails avec Sandra Cerquera. Manuel Valls l'a confirmé, il y aura bien 50 milliards d'économies sur 3 ans, assurant que l'effort sera partagé par tous. Il promet que l'État en prendra une grande partie à sa charge, soit 19 milliards d'euros sur les 50 prévus. 10 milliards d'euros d'économies pour l'assurance maladie et 10 milliards également pour les collectivités locales. Je suis pour le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité, pas pour la remise en cause de notre modèle. Et ce nécessaire équilibre, nous allons à nouveau l'expliquer à nos partenaires européens. Un effort inédit qui doit permettre de financer le pacte de responsabilité. Mais pour l'opposition UMP, le compte n'y est pas. Les économies annoncées ne suffiront pas à baisser le déficit. Aucune précision sur les allègements de dépenses publiques, sauf la répartition entre l'État, les collectivités locales et le système social. Donc c'est en fait un discours très insuffisant en termes de précision. De nouvelles économies au-delà des 50 milliards sont déjà prévues. Un budget rectificatif pour 2014 doit être présenté avant l'été. Et l'une des grandes annonces de ce discours concerne les collectivités locales. Le Premier ministre promet un Big Bang territorial et c'est peut-être sur ce point que Manuel Valls a le plus surpris compte tenu de l'ampleur de ce qui est annoncé avec la suppression du conseil départemental, la division par 2 du nombre de régions, la refonte de la carte intercommunale et la suppression de la clause de compétence générale. Alors pour y voir plus clair, tout de suite les explications de Flora Sauvage. Regardez. Des mesures radicales pour simplifier le millefeuille territorial. Dans son discours de politique générale, Manuel Valls a détaillé son plan. Première mesure, le nombre de régions sera divisé par 2. La nouvelle carte sera établie pour le 1er janvier 2017. Au Sénat, l'annonce est diversement appréciée. Moi, je suis partisan que l'on ait des régions qui soient efficaces, plus efficaces encore qu'aujourd'hui, pour l'économie et pour l'emploi. Et le nouveau Premier ministre ne veut pas s'arrêter là. Il a en outre proposé la suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités territoriales. Une clause qui permet aux régions, départements et communes d'intervenir dans tous les domaines qu'ils jugent nécessaires. J'ai entendu qu'il y aurait la suppression de la clause de compétence générale. Et ça, j'allais dire que c'était attendu, c'est pas une surprise, mais que il y allait avoir un processus qui allait s'enclencher pour permettre la suppression des conseils départementaux en 2021. J'ai pas compris si c'était certain, si c'était peut-être. J'ai compris que c'était en tout cas l'intention du Premier ministre. C'est d'autant plus surprenant qu'il y a quelques semaines, quelques mois, Madame Lebranchu avait fait un grand article juste au moment du congrès de l'ADF pour dire que ce gouvernement était très favorable au département, que le président de la République, pour avoir été lui-même président de conseil général, était très favorable au département. Donc on est là sur un vrai changement de pied et de cap. L'autre annonce qui bouscule les élus, c'est la suppression des conseils départementaux à l'horizon 2021. Manuel Valls a enfin annoncé une nouvelle carte de l'intercommunalité fondée sur les bassins de vie qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018. La suite de cette édition spéciale consacrée au discours de politique générale du Premier ministre, aux réactions et à la feuille de route aussi qui doit maintenant être appliquée pour passer des paroles aux actes. On en parle justement avec nos invités ce soir. François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir François. Bonsoir Sonia. Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Bonsoir Cécile. Et notre journaliste Caroline Deschamps, spécialiste des réseaux sociaux. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors on va passer en revue ensemble les réactions sur les réseaux sociaux et ça a chauffé. Ben oui, plus de 10 000 tweets, beaucoup de gazouillis sur Twitter. Et les premiers tweets sont ceux des journalistes qui ont remarqué le retour de Ségolène Royal, qui en bon élève est arrivée en avance à 14h43 précisément, dans un hémicycle quasi désert, sur une photo que l'on voit là postée par la journaliste du Point, Charlotte Chaffanger. On la voit seule, de dos assise sur le banc des ministres, un banc qu'elle retrouve 25 ans après. Alors après le calme, la tempête, beaucoup de brouhaha, Sonia, dans l'hémicycle, comme l'a noté Hélène Becmézian du Monde. La droite semble remonter comme un coucou, écrit-elle.
Plus surprenant, l'ancien ministre de l'Éducation de Jean-Pierre Raffarin, Luc Ferry, fait part de son exaspération sur Facebook en écorchant au passage l'orthographe du nom du Premier ministre, Valls avec un L. Je regarde Valls à l'Assemblée, qu'un Premier ministre de droite ou de gauche ne puisse pas parler devant des parlementaires sans que ces gens vocifèrent comme des malades mentaux, c'est consternant. Comment demander à nos enfants de se conduire convenablement dans une classe si les députés se conduisent comme des abrutis devant tous les Français? Il ajoute « C'est indigne, dégradant, littéralement consternant. Cela me rappelle toutes les raisons pour lesquelles j'ai quitté ce monde politique dérisoire, mal élevé, dénué d'intelligence, de culture, de civilité, bref, d'humanité. » Un post, Sonia, qui n'a pas laissé indifférent puisqu'il a été reposté, partagé plus de 600 fois. On imagine. Et globalement, comment a été reçu ce discours de Manuel Valls, Eh bien, les journalistes notent que Manuel Valls aura fait beaucoup de name dropping. Il a cité beaucoup de noms connus, comme De Gaulle, François Clémenceau. Dorcival est surpris. Voilà. Name dropping. Voilà. C'est bien. Il a donc cité beaucoup de noms connus, si ça vous convient mieux. Thomas Videur du Monde remarque, lui, que le topo sur la confiance, je cite, est classique. « Je chercherai à restaurer la confiance et renouer avec l'espérance », avait dit Bérégovoy en 92, écrit-il. Alors, du côté des parlementaires, sans surprise, la droite se montre critique et juge que le discours de Valls est un réquisitoire contre la politique d'Hollande. Un discours que Luc Châtel estime, lui, plutôt réussi sur la forme, mais juge, je cite, qu'aucune ambiguïté n'est levée sur sa politique. Pour NKM, Valls a promis de faire ce que Hollande n'avait pas fait et de défaire ce qu'il avait mal fait. Pénélope, écrit-elle, tandis qu'Éric Woerth, comme à son habitude, aime bien manier l'humour corrosif sur Twitter. Il écrit « Valls a un calendrier de réformes qui dépasse nettement la zone de survie d'un Premier ministre ». Alors, c'est surtout le Big Bang territorial qui fait réagir les parlementaires, on l'a vu. Au centre, certains applaudissent quand même, comme Maurice Leroy qui écrit « Valls propose de supprimer la clause de compétence générale, bravo, mais la majorité PS l'avait rétablie alors que nous l'avions supprimée », ce qui fait dire à Chantal Jouanneau qu'il s'agit, je cite, d'une génération Shadok. Et pour la majorité à présent, qu'en est-il? Au PS, c'est la salve d'applaudissements de circonstances. Erwan Lescop, militant socialiste, s'enflamme. Waouh, sacrée fin de discours, émouvante, sincère, percutante, vive la République. Les réponses de Manuel Valls au discours des présidents de groupe sont de très haut vol, juge le député Vincent Feltès. Alors, certains journalistes en rigolent, comme Frédéric Seize, qui s'interroge. Les tweets pro-Valls des députés PS sont-ils autant de mini-lettres de motivation pour un secrétariat d'État? Il est temps. Réponse dans demain. La dernière ligne droite. Exactement. Ouais. Alors, silence radio en revanche des 11 députés PS qui se sont abstenus lors du vote de confiance. Les tweetos de gauche, globalement, sont plutôt dubitatifs. Ils y voient plutôt un plan de com. Il n'y a pas à dire euro RSCG au gouvernement. Ça envoie grave quand même, écrit Seb Musset. Et puis, chez les écolos, si le groupe, globalement, a voté la confiance au Palais Bourbon, au Sénat, Esther Benbassa n'y va pas par le dos de la cuillère. Hormis quelques mesures, c'est un discours à la Monsieur Jourdain. Dans Le Bourgeois gentilhomme. Pour finir, Charlie Hebdo ne voit pas Monsieur Manuel Valls en Monsieur Jourdain, mais plutôt en une danseuse étoile en tutu rose. C'est la une de Charlie Hebdo. Exactement, qui fait des entrechats pour séduire la gauche, c'est à lire demain. Il y a aussi le Canard enchaîné qui titre Valls, je cite, « J'ai maté le Palais Bougon ». Oui, alors, merci beaucoup Caroline Deschamps. Restez avec nous. Je ne vais pas vous demander, je suis sympathique, de commenter le tutu. François Dorcival, mais plus... Mais le canard a raison. Il a maté complètement sa majorité. Il a fait mieux, avec ses 305 voix, que Jean-Marc Ayrault, qui en avait eu 302. Donc c'est un baptême de feu réussi. Pour lui, son problème, c'était sa majorité. Ce n'était pas la droite d'opposition. C'était sa majorité qui nous a raconté des tas d'histoires pendant 8 jours, y compris à signer des lettres, des communiqués, et aujourd'hui, ils ont voté, y compris les Verts. À qui il a parlé, selon vous, d'abord Manuel Valls, Cécile Cornudet aujourd'hui? Moi, je pense qu'il a parlé, il a essayé de parler aux Français.
Le seul moment un peu émouvant d'ailleurs où on sentait que l'homme de com s'effaçait, c'était le moment sur la France. Il n'a pas parlé tellement à la gauche, il a beaucoup parlé pour dire que les entreprises étaient merveilleuses, etc. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Certes aujourd'hui il a son vote de confiance, mais dès demain ça risque d'être plus compliqué. Et déjà on avait des tweets tout à l'heure de députés PS qui disaient on a voté la confiance, mais à partir d'aujourd'hui, promis juré, on ne vote plus un seul texte pour lequel on ne serait pas d'accord. Puisque vous évoquez justement ce moment où sa voix a changé, il a dit la France à la grandeur de Valmy, celle de 1848, de Jaurès, etc. On va l'écouter, on va en parler juste après. Et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant. La grandeur de Valmy, celle de 48, la grandeur de Jaurès, de Clémenceau, de Gaulle, la grandeur du maquis. Et c'est pourquoi j'ai voulu devenir français. Et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays. Et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. Laurent Geoffrin, Manuel Valls, qu'on décrit à raison, à juste titre, comme un pro de la com, est-ce qu'à ce moment précis, eh bien, le stratège de la communication politique a laissé place à l'émotion? Mais la bonne communication, c'est quand on est sincère. C'est un moment de sincérité, c'est là où on vérité. touche les gens. Oui, je crois, parce que ça correspond à la vérité du personnage, à son itinéraire. Et effectivement, le fait qu'un Premier ministre soit né dans un autre pays et passé son enfance avec une autre nationalité, c'est assez émouvant du point de vue des valeurs républicaines. C'est bien. La France est un pays d'immigration depuis très longtemps. Et donc il a rappelé cette réalité qui fait que tout ça, ça fait d'excellents Français, comme disait la chanson. Et on accueille dans notre édition spéciale notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour Sonia. Restons sur cet extrait, Cécile Cornudet. Est-ce que vous dites, vous avez écrit là, que Manuel Valls incarne comme nul autre politique, que la politique à la française plus précisément? Pourquoi? Oui, je trouve que dans l'ensemble, il y a un peu de panache. Même le froid Manuel Valls se gorge de mots, parle beaucoup de souffrance. Il y a on veut surprendre, il y a de l'audace, on baisse les impôts sur les entreprises. Et en même temps, il y a toujours ce truc très français qui est de dire et puis Bruxelles nous suivra, et puis tant pis pour les déficits, et puis l'euro fort, et puis l'arrogance française. Bon, on en a un peu honte, mais en même temps, on est le pays des Lumières et qui même me suivent. Donc je trouve que dans tout cet ensemble, c'est assez français finalement. C'est la politique à la française, il l'incarne. Oui. La politique indiquée, il n'y a pas que les Français qui font ça. Je vois le président du Conseil italien qui a pris des mesures et qui a tenu un discours qui n'est pas très différent de celui de Manuel Valls. Oui, il y a 0,5 de différence. Oui. Non, ils ont fait on va rentrer dans les détails justement des nuances et des annonces économiques. Mais François Dorcival, il a dressé un portrait de la France, Manuel Valls, une France qui souffre, qui doute, et il a décrit ses visages fermés, ses gorges serrées, et puis il a aussi décrit cette France de génie, cette France qui a les atouts, cette France de la grandeur. Est-ce que c'est un discours qui tente de concilier la réalité de notre situation et puis l'espoir, ce qui nous porte? C'est un discours de Premier ministre qui vient d'arriver. On avait même l'impression que la majorité avait changé, qu'ils n'étaient pas là depuis 2 ans, que c'était tout nouveau et que donc tout ce qui était passé depuis 2 ans et bien au-delà, depuis 10 ans, etc., tout ça était à rejeter dans la crise, les oublis, etc. Et donc, oui, il a fait le portrait de la France que tout Premier ministre qui arrive fait, évidemment. Il l'a fait sur un ton... Vous ne voyez pas d'originalité Mais de l'originalité, on en trouve dans tous les discours, et en même temps, tous ces discours se ressemblent un peu. Si Jean-Marc Ayrault, il y a 2 ans, avait fait un discours de politique générale prononcé avec le ton qu'avait aujourd'hui Manuel Valls, on en serait sorti de manière un peu plus regonflée qu'à l'époque, souvenez-vous. Mais sur le contenu dont on va évidemment parler, comme il arrive, eh bien là aussi, tout Premier ministre qui arrive commence par faire des cadeaux. C'est ce qu'il a fait. Parce que pour ce qui est des restructurations en dehors du millefeuille territorial,
on ne sait pas encore trop bien de quoi il va s'agir. On va en parler dans un instant, mais je veux rester un petit peu sur la forme avant d'entrer dans le détail. Laurent Geoffrin, on a beaucoup parlé ces derniers jours du couple exécutif Hollande-Valls. Le Premier ministre prend ses fonctions avec, si l'on en croit les sondages, une cote de popularité conséquente auprès des Français. Son exercice de discours de politique générale est bien accueilli aussi dans les rangs de la majorité. François Hollande a toutes les raisons ce soir d'être content de son choix. Point d'interrogation. Oui, enfin, il aurait préféré faire ce choix plus tard, on le sait bien, mais il trouve que ça va un peu vite et qu'il aurait utilisé Hérault plus longtemps s'il avait pu le faire. C'est un choix contraint quand même. Mais effectivement, je ne crois pas qu'il y ait de... Pour l'instant, ça peut venir de différences entre Valls et Hollande. Ils ont fait ensemble la campagne des primaires, la campagne présidentielle, qu'ils ont gagné ensemble. Et ensuite, le parcours de Valls à l'intérieur correspond aux idées de Hollande sur la sécurité et sur l'immigration. Il n'y a pas de différence. Et quant au programme qui vient d'être annoncé, ça consiste à mettre en musique ce que Hollande a annoncé au début de l'année, d'une part. Le vrai tournant, il a eu lieu au début de l'année, quand le président socialiste s'est adressé d'abord aux entreprises pour leur dire, écoutez, il y a trop de chômage, maintenant il faut embaucher, donc nous sommes prêts à vous faire des concessions. C'est ça et le discours de Valls, l'interlocuteur, c'est évidemment l'opinion, mais il y en a un qui est beaucoup plus précis, ce sont les entreprises. C'est pour ça qu'il y a cette apologie de l'entreprise et dans l'espoir de ramener un minimum d'optimisme et de confiance dans l'économie et donc d'embauche. Cécile Cornudet, je reste sur les relations du couple. Quand on a lu, écrit ici ou là le co-président, c'est une erreur. Oui, Valls n'a aucun intérêt à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il est exactement dans la feuille de route de Hollande. En même temps, ce qui est amusant, c'est que son discours, c'est un réquisitoire incroyable sur les 2 années qui viennent de s'écouler. En fait, c'est quand même très dur sur Hérault. Il est très dur sur les impôts. Il est très dur sur même les 50 milliards sur lesquels travaillait Hérault. Il est beaucoup plus flou. Sur les rythmes scolaires, c'est un peu suspendu. Sur la réforme pénale, elle est repoussée à plus tard. Donc, dans la continuité, certes, mais quand même très critique. En fait, en gros, il dit j'efface les 2 premières années et maintenant on va faire le vrai quinquennat. Le vrai quinquennat commence. Le problème, c'est qu'il reste 3 ans. Et pourquoi c'est un problème? Parce que c'est très court. C'est très court. C'est très court quand on a perdu autant de temps au début du quinquennat. Et on le sait bien. Alors Jean-Luc Gombon, on va à présent évoquer bien sûr les annonces concrètes dans ce discours. Le Premier ministre a décliné le programme économique du président de la République, vous l'avez rappelé. Et il a dû pour cela bien jouer les équilibristes entre un pacte de responsabilité orienté vers les entreprises et un pacte de solidarité avec les baisses de charges salariales. Les explications de Jérôme Bonnard et on en débat juste après. Le pacte, je l'ai dit, le président de la République l'avait indiqué, est un pacte de solidarité également. Il doit améliorer le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Le meilleur moyen, c'est d'agir sur les cotisations salariales pour augmenter le salaire net. Cette baisse des cotisations annoncée cet après-midi s'appliquera aux salariés au SMIC dès le 1er janvier 2015. Un coup de pouce aux ménages les plus modestes qui verraient ainsi leur salaire augmenter de 500 € net par an. C'est presque la moitié d'un 13e mois pour un salarié payé au SMIC. Ce gain sera dégressif entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC. À noter que les travailleurs indépendants et les artisans devraient voir leur cotisation famille baisser de 3 points dès l'an prochain. C'est enfin la baisse d'impôts des ménages à hauteur de 5 milliards d'euros d'ici 2017 qui pourrait enfin réconcilier les nombreux électeurs de gauche qui ont exprimé leur colère lors des dernières municipales. En particulier, et nous l'avons entendu tout au long de cette campagne des municipales, ceux qui sont entrés dans le champ de l'impôt sur le revenu ces dernières années alors même que leur situation ne s'était pas améliorée. Reste à savoir désormais dans quel budget ces mesures seront intégrées, en plus de l'autre pacte, le pacte de responsabilité et ses 50 milliards d'euros d'économies. Jean-Luc Gombon, quelle lecture faites-vous de ce discours? On le dit pro-entreprise, les mots, les preuves d'amour aux entreprises sont-elles si flagrantes que cela? Elles le sont, mais malheureusement, quand on fait des additions, on est un peu envahi par une certaine perplexité. Parce qu'en fait, au départ, il s'agissait bien, dans le discours du 14 janvier du président de la République, d'un pacte de responsabilité de 30 milliards, donc des dépenses de 30 milliards. Et là, quand on fait la somme de ce qui nous est annoncé aujourd'hui, on arrive à 43 milliards. C'est-à-dire, il y a le pacte de responsabilité, plus avec ce pacte de solidarité qui est intervenu lundi dernier, tout simplement parce que
comme l'histoire des contreparties ne fonctionnait pas, il fallait bien offrir quelque chose en échange, et donc on a fait ce pacte de solidarité, et donc on arrive au lieu des 30 milliards annoncés au départ, on arrive à 43 milliards. Et puis on nous était dit, pour financer tout ça, on va faire 50 milliards d'économies. Quand on fait l'addition de ce qu'a dit M. Valls tout à l'heure, on arrive à 40 milliards d'économies, et encore elles ne sont pas précises. Donc effectivement, il y a un hymne sur le plan politique et sur le plan d'une stratégie. Il y a un hymne à l'entreprise, une confiance en l'entreprise. Également, parce qu'il dit entreprendre, créer, prendre des risques. Il le dit pour les entreprises et un peu pour lui aussi d'ailleurs. Oui, exactement. Effectivement, il en prend, ne serait-ce quand on voit les chiffres, on voit bien que tout ça n'est pas très équilibré. Bon, tout ça va peut-être l'être dans le temps. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il oriente, au début, il était question de dire on va baisser les cotisations famille des entreprises pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des salariés. Or, c'est pas ça qui va se passer, ça va se passer, disons, à moitié. Il baisse les charges des entreprises uniquement sur le SMIC et jusqu'à 1,6 SMIC. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il s'est aperçu qu'en réalité, son système de baisse de cotisation famille pour l'ensemble des salariés, ça crée assez peu d'emplois. Et ce qui va créer d'emplois, c'est en prenant en accent son action sur les bas salaires. Et notamment, il reprend l'idée de M. Sarkozy, rappelez-vous, en 2009, qui avait fait 0 charge sur le SMIC. Et avec ça, il a créé 30 000 emplois très vite. Pourquoi il fait ça? Je terminerai par ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a besoin d'une baisse du chômage rapidement avant les élections de 2017. Et là, il a trouvé un moyen, avec cette baisse de charge, axée sur les bas salaires. Mais globalement, le compte n'y est pas. Bon. Avec justement cette baisse de charge sur les bas salaires, est-ce que c'est, j'allais dire, un peu de beurre aussi dans le pouvoir d'achat? Un allègement, une baisse des cotisations salariales, Cécile Cornudet, sur la feuille de paye, ça donne quoi concrètement? Ça donne 500 € par un SMIC, ouais. par an. Donc un peu moins de 50 € par mois. Oui, c'est déjà pas mal. Le chiffre de la dégrèvement, la défiscalisation des heures sup qu'il avait supprimé. On retrouve les 50 € mensuels. Donc ça, c'était vraiment une demande de la gauche. Il faut des signes de pouvoir d'achat. Mais la surprise d'aujourd'hui, encore plus que celle-ci, c'est qu'il annonce des baisses d'impôts supplémentaires sur les entreprises. Donc, du point de vue de la gauche, tout ça est un peu atténué par ce nouveau geste à l'égard des entreprises. Est-ce qu'il y a aussi Oui, Laurent Geoffrin. Ça fait un certain temps, 15 ans, 20 ans, que les socialistes et la gauche ont légèrement évolué sur la question de l'entreprise. Et la gauche n'est pas... Il ne faut plus s'étonner de ce genre de discours, c'est ce que vous nous dites. N'est pas dédiée entièrement à la destruction de l'appareil de production français et à la mise en prison des patrons et des banquiers. C'est une chose qui a disparu. Et donc, c'est pas la peine de s'esbaudir du fait que on dise, on va peut-être baisser un peu... Ne vous étonnez pas, François Dorcival, vous dit Laurent Geoffrin. De baisser l'impôt sur les sociétés, pour les gens qui prennent des risques et qui réussissent, c'est pas une mauvaise mesure. Est-ce qu'elle est forcément réactionnaire? Ça se discute. Ça se discute. Non, mais effectivement, la fameuse phrase... Mais si ça vient aider l'investissement, c'est plutôt bien. Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme, ça date du Front populaire, voilà, et c'était de Vincent Auriol. Vous êtes encore à l'époque du Front populaire. Oui, cher Dorcival. C'était il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on y est revenu? Mais naturellement, pour le motif que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous avions le discours du Bourget de janvier 2012, désignant... Et la finance, c'est pas la même chose. Certes, mais ensuite, la taxe à 75% sur les patrons. Donc on voyait bien que le discours de départ était un discours... Mais oui, c'était sur les riches. Enfin, c'était sur les patrons. Et d'ailleurs, comment s'applique-t-elle exclusivement sur les entreprises, que ce sont elles qui payent la taxe en question? Et que nous annonce Manuel Valls, eh bien, qu'il sera le Premier ministre de la suppression de cette taxe, qu'il n'appelle même plus de 75%. Jean-Luc Gombault, eh oui, mais ça sera pour Jean-Luc Gombault, est-ce que c'est aussi un message envoyé, tout cela, tout ce qui a été annoncé à nos partenaires à Bruxelles, justement? On leur dit, notamment, et là j'évoque le grand chantier de la réforme territoriale, c'est vraiment un big bang territorial, on va en parler dans un instant. Est-ce qu'on dit à Bruxelles, finalement, voilà, on a des réformes structurelles, on va les engager, faites-nous confiance, donnez-nous le petit sursis nécessaire. Alors on remarque que dans le discours de M. Valls, il n'est plus question des 3%, du retour à l'équilibre budgétaire, et les chiffres que je viens de vous donner montrent que quelque part, je n'ai pas dit qu'il en a rien à faire, mais enfin, on voit bien que la copie n'est pas terminée, quoi, et que puisqu'il doit normalement présenter à la mi-avril
à Bruxelles son plan d'économie et puis avec des choses... Oui, ça a été reposé une semaine, donc fin avril, et donc avec des choses précises. Parce que quand on dit je fais 40 milliards d'économies, 19 sur l'État, 10 sur la maladie et 10 sur les collectivités territoriales, en réalité il n'y a qu'une seule chose précise, il y a les 10 milliards. Les 10 milliards, c'est qu'évidemment, il suffit de baisser les dotations et on a les 10 milliards, il n'y a pas de problème. Mais le reste n'est pas vraiment répertorié. Alors il avait dit qu'il ne ferait pas le détail à l'occasion de ce discours, mais il reste quand même relativement peu de temps et je vois les commissaires à Bruxelles qui disent, mais enfin ton affaire n'est visiblement pas bouclée. N'est pas ficelée encore. Alors on va continuer. Si j'avais énuméré toutes les mesures, les mêmes auraient dit, c'est pas possible, c'est trop technique, ennuyeux. Il fallait peut-être trouver l'équilibre. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'humanité. Laurent Geoffrin, on va continuer évidemment notre édition spéciale à évoquer ce discours sur la forme, le style et la marque de ce Premier ministre, parce que le discours de politique générale, c'est un acte fondateur d'un mandat à Matignon. Il peut poursuivre longtemps son auteur, les précédents avec Agathe Pécastin. C'est le grand oral de la Ve République. Prévu par la Constitution, le discours de politique générale du nouveau chef de Matignon n'est pourtant pas obligatoire. Mais Manuel Valls n'allait pas s'en priver. C'est l'occasion pour le premier des ministres de dresser sa feuille de route, mais surtout de révéler son style. Un style qui peut faire mouche, comme ce fut le cas de Michel Rocard en 1988, avec son ton franc et inspiré. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit. Il avait aussi abordé les soucis quotidiens des Français, comme la réparation des cages d'escalier. Manuel Valls était alors son conseiller politique, ce qui explique sans doute ce goût de déjà-vu. L'augmentation des cambriolages, depuis 5 ans, est majoritairement responsable de la hausse du sentiment d'insécurité. Mais certains n'ont pas su éviter les pièges. En 1992, Pierre Bérégovoy accuse, provoquant le départ des députés de droite. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Manuel Valls, lui, a préféré faire court mais efficace. Seulement 47 minutes au perchoir. Édouard Balladur avait tenu 1h45, adoptant une posture plus paternaliste. Je ne prendrai aucune initiative qui troublerait cette sérénité indispensable. Il n'était donc pas question de faux départ. Édith Cresson avait quitté ce poste moins d'1 an après son allocution. Pour Manuel Valls, la confiance retrouvée devra désormais s'inscrire dans la durée. Voilà, des styles très différents. Et pour en parler avec Laurent Geoffrin, François Dorcival, Cécile Cornudet, on accueille l'historien et président du comité d'histoire parlementaire et politique, Jean Garrigue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, est-ce que ce discours ressemble au parcours à l'homme, Manuel Valls? Moi, je trouve qu'il a su fendre l'armure et il a su... peu à peu, puisque c'est parti un peu comme un diesel au cours du discours, peu à peu de devenir lui-même. Et j'ai été très frappé, notamment par le débat qui a suivi et par sa réponse à Jean Lassalle. Il y a eu comme une sorte de magie là, qui a opéré, peut-être grâce à la personnalité atypique de Jean Lassalle. Et à ce moment-là, au fond, Manuel Valls a repris un certain nombre de thèmes qu'il avait déjà énoncés dans son premier discours. Et là, il les a rendus plus proches de ceux qui l'écoutaient et plus proches. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait un silence qui se faisait dans l'hémicycle, peut-être qu'il s'était un petit peu fatigué aussi, et que en se présentant finalement comme quelqu'un comme un citoyen comme les autres, un peu désarmé face à tous les problèmes qui se posent, en tendant la main à l'opposition, il y a eu là quelque chose, un moment. Oserais-je dire un moment de grâce, mais enfin il y a eu quelque chose de spécial, j'ai l'impression. François Dorcival, justement, sur ce parallèle entre le discours de politique générale, le style de l'homme, la marque, son parcours, est-ce qu'il porte en lui? Est-ce que vous voyez justement un parallèle? Est-ce qu'il a mis en harmonie tout cela? Écoutez, ça ressemblait en tout cas, c'est son ton, c'est le ton qui est le sien, et ça ressemblait d'une certaine façon au ton qu'il avait lors de la campagne des primaires du Parti socialiste de 2011, où il fallait qu'il se sorte de lui-même pour convaincre, on sait que le résultat n'a pas été à la hauteur, mais pour essayer de convaincre de ce qu'il donnait un souffle nouveau. J'ai été intéressé des propos de Thierry Mandon, qui est le porte-parole du Parti socialiste et qui est député, qui disait non seulement une nouvelle ère, mais
C'est le temps du quinquennat. Ça veut dire qu'ils avaient besoin, eux aussi, les socialistes, de se retrouver dans ce discours. Donc, il leur a peut-être donné un second souffle également. Oui. Ce soir, certainement. Demain, c'est autre chose. Laurent Geoffrin, je vous voyais sourire au discours de politique générale de quelques-uns là dans le sujet d'Agathe Pécassin que nous avons passé. Je ne vais pas dire sur lesquels vous avez eu ce petit sourire. Mais on voit une évolution, évidemment, de style, à la fois de phrases utilisées. Est-ce que vous y voyez justement une évolution aussi de notre société, de la façon de parler aux Français? C'est lié à la télévision, on est plus familier. Et donc le style parlementaire, la rhétorique parlementaire tient compte de cette évolution où on est plus simple, on essaye. Mais ça n'empêche pas une certaine forme de lyrisme. Et les gens attendent ça, les parlementaires attendent ça. Et ils reconnaissent quand un discours est bien fait, bien écrit, et celui-là est pas mal fait. D'ailleurs, il respecte les règles de la rhétorique la plus classique. C'est-à-dire il y a une exergue, oui. C'est-à-dire qu'il faut commencer assez fort. Ensuite, il y a une explication avec une réfutation, etc. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une péroraison, hein, c'est-à-dire une envolée. Merci, professeur Geoffrin. Mais non, parce que Dorcival ne sait pas tout ça, donc je lui... C'est sûr. Cécile Cornudet. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait délié. Je trouve qu'il y a un décalage entre le discours écrit, qui est un beau discours, notamment sur tout le constat du mal français dans les 2 premières pages, et lui qui n'était pas vraiment dedans en le lisant. Alors sa chance, c'est que il faut aller vite, c'est le grand message de l'efficacité, de la rapidité, et là il l'incarne complètement. Et donc du coup ça dépasse ça, ça gomme ça. Mais à part le petit passage sur la France à la fin, je trouve qu'il est encore un peu raide. Il y a une chose frappante, si je peux me permettre, excusez-moi. Il y a donc 2 ans et demi, Manuel Valls s'est présenté pour les primaires socialistes. Oui. À peu près avec le même discours. Il avait le mérite d'ailleurs de parler clair et d'être assez clairvoyant. Il a fait 4%, ou 5%. 6%. 6%, oui, moins de 6%. Oui. C'est-à-dire, et il a été considéré comme une espèce... conclusion y voyez-vous il était considéré comme un kamikaze droitier, quoi, comme une espèce de hurluberlu qui voulait faire du blairisme. Et là, il y a une prise de conscience. Et là, il est applaudi debout par toute la gauche. Qui veut un virage à gauche, alors qu'il offre quelque chose... Il offre une social-démocratie, oui. Oui, mais il y a une explication à ça. Et au fond, elle est psychologique et morale. Tous ces députés, dont la plupart sont des élus locaux, ou des soutiens d'élus locaux, je veux dire, bon, il y a 8 jours, ils étaient dans le désastre, dans la panique. La panique pendant l'entre-deux tours, puis au soir des élections municipales. Et voilà arriver un Premier ministre qui, lui, y va, et donc, d'une certaine façon, il leur redonne du moral. La maison est tenue. Il leur redonne du moral. Alors justement, du moral et peut-être de l'autorité. Jean Garrigue, vous avez signé ce papier, je crois que c'était dans le journal du dimanche, de Clémenceau à Valls, le fluide d'autorité. Alors ce fluide d'autorité, général de Gaulle, oui, j'ai bien compris. Mais qui s'appliquait, exactement, qui pouvait s'appliquer à Georges Clémenceau, bien sûr. Est-ce qu'il s'appliquait à son discours? Est-ce que justement il y avait ce fluide d'autorité? Mais il a naturellement un ton, un style autoritaire, son côté ibérique. Mais enfin, il y a quelque chose de sérieux, de grave, d'énergique et qui s'est révélé au fil du discours. Le contraste avec Jean-Marc Ayrault est très parlant. Et c'est vrai que dans un moment comme ça de désarroi collectif pour la gauche, c'est intéressant de voir comment il peut... Et c'est la fonction l'une des fonctions d'une déclaration de politique générale, c'est en général de souder comme ça une majorité, en tout cas d'essayer de la rassembler. Provisoirement, parce qu'il ne faut jamais oublier aussi qu'a priori, il est quand même très très minoritaire dans le groupe parlementaire. Il y a très peu de fidèles valsistes. On peut dire qu'il y a des hollandistes, des fabiusiensiens, mais dans le des gouvernement également. Dans un gouvernement et il est sous hollandais. surveillance dans le gouvernement. Donc d'ailleurs, on peut noter peut-être François Dorcival. On peut noter qu'il y a une restructuration imminente également à l'Élysée. On parle du départ du secrétaire général de l'Élysée, donc Pierre-René Lemas, et son remplacement. Le nom n'est pas encore connu, mais ça devrait se faire incessamment sous peu. Il faut dire que dans le fonctionnement de la machine gouvernementale, entre le secrétaire général de l'Élysée, M. Lemas, et le directeur du cabinet du Premier ministre, M. Chantepie, tout ça a contribué d'une certaine façon à beaucoup d'erreurs de gestion pendant les 2 ans que nous venons de vivre. Et donc le remaniement à Matignon devait logiquement, et c'est ce que je constate, entraîner un remaniement également dans le fonctionnement de l'Élysée. Donc c'est peut-être une vraie autre étape qui s'ouvre, remaniement du gouvernement, remaniement de l'Élysée, remaniement peut-être de soi, avec plus d'énergie, d'autorité, moins de quoi que Laurent Geoffrin?
Oui, Hollande apprend de ses propres erreurs, j'imagine, enfin, comme beaucoup de gens, j'espère. Dans la campagne, il avait parlé d'un quinquennat en 2 étapes, mais sur le fond. Il y avait une étape de redressement, une étape de redistribution. On les attend, les sur fruits. la forme. On est dans une étape d'autres gouvernances, mais pas encore sur le fond. Oui, Jean Garrigue. C'est un changement de gouvernance, c'est très clair. Mais dans le vote négatif des élections municipales, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de motivation justement qui touche à la gouvernance, c'est-à-dire l'impression d'hésitation, d'atermoiement, de faiblesse donnée par les socialistes? Vous pensez que les Français vraiment sont sensibles à cela, malgré leurs difficultés quotidiennes, oui? Mais écoutez, l'affaire Leonarda a laissé des traces partout. C'était quand même terrifiant de voir le président de la République rejeté par la collégienne qui se retrouvait en Roumanie. Non, tout ça, ça a été quand même extrêmement mal géré. Cela dit, il reste que ce résultat des municipales tient à des causes qui ont toutes été dites, mais aussi à des questions de fond sur lesquelles le Premier ministre nous dit aujourd'hui « moi je recherche l'apaisement ». Ça, c'est aussi un point tout à fait intéressant. On dit souvent le mot Manuel Valls divise, Manuel Valls clive. Là, il a employé le mot apaisement et rassemblement j'avais compté, plus de 6 ou 7 fois, Jean Garrigue. Y compris dans la main tendue, alors c'est de la politique, mais la main tendue à l'opposition pour fédérer les énergies. Alors on n'est pas une politique d'union nationale, ni d'union sacrée, il n'y a aucune chance. Il joue avec l'idée, la suppression des départements, c'est une mesure phare de Jean-François Copé. Et il avait l'air très très étonné au moment où Manuel Valls en parlait, la baisse massive des impôts sur les entreprises aussi. Mais les entreprises, c'est quand même pas, ça relève pas du vocabulaire traditionnel de la gauche. C'est intéressant. Il invite les groupes de l'opposition la semaine prochaine. Plus, vous dit Laurent Geoffrin. Non, je voulais vous faire réagir également à la phrase. Donc on l'a entendu tout à l'heure sur Manuel Valls qui a rappelé qu'il a demandé et obtenu la nationalité française à l'âge de 20 ans. Est-ce que ça vous rappelle la phrase de Nicolas Sarkozy sur le français de sang mêlé? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle entre les deux hommes? Parce qu'on fait souvent le parallèle de l'énergie, de l'autorité. Mais ça existe. Mais écoutez, on l'a dit beaucoup. C'est la même fibre, ils jouent sur la même fibre. Bien sûr. C'est-à-dire sur les Français d'adhésion, mais c'est conforme aux valeurs françaises. C'est-à-dire que c'est ce que disait Renan. Voilà, homme de gauche bien connu. Hein? Non, la phrase qu'on cite est plutôt de gauche. C'est un référendum de tous les jours. C'est ça, fendre l'armure aussi, c'est rappeler aussi ses origines, ce parcours. C'est ce qui est devenu courant dans la vie politique, c'est au fond, cette publicisation de l'intime, hein, s'offrir comme ça, y compris dans sa trajectoire, mais là, au service d'une certaine idée de la République. Donc ça peut avoir un écho, une résonance chez beaucoup de Français d'origine étrangère, européenne ou... Non? Vous n'êtes pas d'accord, François d'Orcival? Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, mais ça ne suffit pas. Je veux dire par là que... Bien sûr. Ça a valeur de symbole. C'est bien qu'il l'ait dit, c'est bien qu'il l'incarne, il l'a dit souvent, mais... C'est quelque chose sur lequel il joue souvent, Manuel Valls. Et la dernière question, c'est « et maintenant ?» Quelle est on a dit que c'était un baptême de feu plutôt réussi. Quelle est la première grande épreuve de ce Premier ministre? Cécile Cornudet. C'est le chiffre, pardon. Oui, c'est ça, c'est les discussions avec Bruxelles, mais ça va être plutôt François Hollande et Michel Sapin. Jean Garrigue, pour terminer. À cet égard, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on ne parle pas assez d'Europe dans ce discours, même s'il y a eu un petit passage sur la France est nécessaire à l'Europe. Je pense que refaire l'Europe, ça doit être, plutôt que de la rejeter... Surtout que la campagne des Européennes arrive très vite. Elle arrive très vite. On voit dans quel sens la campagne va se dérouler. Et que ça va être un bras de fer avec Bruxelles. Et il va démarrer. Il a déjà démarré d'ailleurs. C'est l'idée d'une Europe différente. Merci beaucoup. Laurent Geoffrin, François d'Orcival, Jean Garrigue et Cécile Cornudet. Merci d'avoir été nos invités pour cette édition spéciale. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis, de votre fidélité de manière générale. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est le sénateur UMP Gérard Larcher qui réagit justement à ce discours de politique générale. À demain avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.